Allez, on joue à cache-cache, mon petit chien. Nina, on va jouer à cache-cache avec mon petit chien. Tu peux jouer avec nous, Nina? On va jouer à cache-cache. C'est nous qui comptons, d'accord? Allez, on compte toutes les deux, d'accord? Allez, viens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Attention, on va chercher. Viens avec moi. Non, Nina, on disait qu'on n'avait pas vu parce que c'est nous qui cachons. Non, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Viens, Nina. Et au pire, ces bonnes parents, on voudrait bien savoir le prix de ce bijou technologique. Avec ses 480 000 €, rien n'appelle les moyens de s'offrir. Oh là là. Elles sont pas du petit chien, tout ça. Regarde. Titi, regarde ce qu'il y a. Ravi de trouver ça. C'est pour ce numéro du dessus. Et sur quoi? Alors, je finis par ma partie, j'arrive. Face à la Santi. Sportif, deuxième ville du Portugal, inscrit au patrimoine C'est mondial de expliqué. l'humanité. Qui rappelle les classiques glorieux de l'ancienne puissance coloniale. On aura l'occasion d'y revenir. Très en vogue ces dernières années, le Portugal est notamment devenu la destination préférée des Français qui souhaitent s'installer ou investir dans un autre État européen. En raison de la proximité avec la France, de c'est un prix de la vie inférieur de 30% à celui de l'Hexagone, des habitants chaleureux, un bon dynamisme économique. Aujourd'hui, on a une histoire d'un petit pays qui a la côte, qui est très connu, des hauts et des bas. Toi, tu vas jouer avec mon petit chien, Nina. Nina, Une renaissance, le Portugal a un petit pays d'Europe. Il y a tout ce qui Tu savais quand on avait rentré, j'allais faire un bouton ici et là. Si je la prends pas là. Dans ses limites actuelles, le Portugal s'étend sur 91 160 km², 52 km² pour les villes de Madère et des Açores, dernier vestige, on y reviendra, d'un immense empire colonial aujourd'hui disparu. Le Portugal est peuplé de 10,4 millions d'habitants, ce qui le range, pour son étendue et sa population, parmi les petits États européens. En effet, le Portugal ne joue qu'un cinquième de la péninsule ibérique. La plupart de ses fleuves prennent leur source chez son unique voisin, l'Espagne, et la langue portugaise a même mené en guerre de Sicile, province espagnole. Elle veut toujours rester parfaitement indépendante par rapport à les 1200 km de frontières terrestres qui séparent les deux pays n'ont quasiment pas changé depuis le milieu du XIIIe siècle, comme on va voir maintenant. voilà, il me faut une clé pour refermer ça parce qu'il a fait mal à un petit chien. Marque la fin de la reconquista portugaise, c'est-à-dire la reconquête par les armées chrétiennes des territoires musulmans, menée depuis le comté portugalin au nord jusqu'au dernier bastion de l'Algarve, la province la plus méridionale du pays. Au siècle et demi, avant la prise de Grenade en 1492, qui termine la reconquista en Espagne, le Portugal a donc achevé l'unification de son territoire, ce qui en fait l'un des États-nations les plus précocement constitués du vieux continent. Pour autant, le Portugal s'est toujours trouvé à l'étroit dans son rectangle européen et ses 848 km de côte lui ont presque fait tourner les yeux. On l'a dit de l'autre côté, c'est-à-dire vers l'océan Atlantique. Dès le début du XVe siècle, sous l'impulsion de l'incendie du navigateur, gouverneur de l'Algarve, le Portugal se lance à l'assaut de mer. En 1415, les Portugais s'emparent de Ceuta au Maroc, leur première incursion militaire outre-mer. Ils découvrent ensuite successivement l'archipel de Madère et des Açores. Les navigateurs portugais doublent ensuite, dès 1434, le cap Bojador,
limites du monde connu et établissent des comptoirs sur toute la côte ouest africaine jusqu'au cap de Bonne-Espérance que Bartholomew Dias franchit en 1488. Ah ouais. En 1494, le traité de Tordesillas, conclu sous l'égide du pape Alexandre VI, reconnaît même au Portugal l'exclusivité des grandes découvertes dans toute la moitié orientale du monde. Oh la vache. L'exploration des futures Amériques étant réservée à son vieux rival Castilla. À son apogée, au XVIe siècle, l'Empire portugais s'étire ainsi sur 3 continents. En Afrique d'abord, terre des premières expéditions. En Amérique du Sud, où Cabral découvre en avril 1500 ce qui deviendra le Brésil, joyau de l'outre-mer portugais. Et en Asie, où Vasco de Gama a débarqué à Calicut, dans l'Inde actuelle, en 1490. Et tu ne pourras plus Le jamais d'ailleurs à la aller Renaissance embêter. les alliés du lac portugais, dominé par la ville de Goa, en Inde du Sud. C'est de là que partent les missionnaires qui tenteront d'évangéliser l'Indonésie, le Japon dès 1542, et la Chine, où les Portugais prennent pied à Macao en 1557. C'est par Goa surtout que transitent les épices asiatiques rapportées vers l'Europe. Jusqu'au XIXe siècle, le gigantesque réseau des comptoirs d'outre-mer assurera la fortune de la couronne portugaise. On l'aura compris, le petit Portugal a joué dans l'histoire du monde occidental un rôle sans commune mesure avec l'exiguïté de son territoire. Revers de la médaille, cette richesse qui a afflué d'outre-mer pendant des siècles a aussi figé le pays dans une économie de rente peu propice au développement national, comme on va le voir maintenant. C'est en fait l'indépendance du Brésil, proclamée en septembre 1822, qui a marqué la dépendance de la métropole vis-à-vis de ses colonies. Privé de l'or américain, le Portugal intensifie alors ses prospections en Afrique. À partir de 1875, les Portugais explorent l'arrière-pays de l'Angola d'abord, puis du Mozambique, parvenant même à réaliser la jonction entre les deux provinces en 1890. C'est la fameuse carte rose, le Mapa Cor-de-Roça en portugais, qui devait refonder l'empire colonial en Afrique, mais qui a surtout déclenché l'île de l'Angleterre, soucieuse de connecter toutes ses colonies du Cap jusqu'au Caire. Ah. Si la puissance portugaise semble alors déclassée sur le continent, le Portugal sera pourtant le dernier pays européen à accepter l'indépendance de ses colonies après la Deuxième Guerre mondiale. Au temps des indépendances africaines, en effet, Antonio de Oliveira Salazar, au pouvoir depuis 1932, dirige toujours son pays aux mains de fer. Le régime, on le voit sur cette carte postale de propagande, entretient l'unique besoin de Portugal, ce censé galvaniser le sentiment national, mais les coûteuses guerres coloniales engagées par Salazar en Angola, puis en Guinée portugaise et en Mozambique, épuisent les pays. Et c'est finalement l'armée qui mettra fin à 40 années de dictature militaire pour instaurer la démocratie. Après la révolution des œillets du 25 avril 1974, le processus de décolonisation s'accélère enfin et son empire définitivement perdu. Le Portugal n'a alors d'autre choix que de jouer une carte longtemps négligée, son ancrage européen. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dès 1976, le Portugal est admis au sein du Conseil de l'Europe et en 1986, il rejoint la communauté économique européenne, conformée avec l'Espagne et les membres précédents, l'Europe. S'engage alors un rattrapage rapide de retard qu'accuse le pays par rapport au reste de la CE, l'économie se modernise, les infrastructures de transport se multiplient et le Portugal s'ouvre au tourisme, accueillant en 1998 une exposition internationale à Lisbonne à l'occasion des 500 ans de l'expédition de Vasco de Gama. En 2008, cependant, la crise financière vient brusquement mettre un terme à l'endémie. Mais là encore, on va le voir, le petit Portugal a su faire entendre sa voix singulière. Alors que le débat public européen se déplace de plus en plus à droite, le Portugal se dote en 2015 d'un gouvernement de gauche, dirigé par l'ancien maire de Lisbonne, le socialiste António Costa, qui dirige un attelage insolite unissant le PS traditionnel, le communiste et la gauche radicale du bloc de Esquerda, mais que ses détracteurs qualifieront de vergonça, c'est-à-dire de bidule. Le bidule, cependant, fonctionne bien, à en croire l'évolution du taux de chômage, qui dépassait les 16% en 2013,
et tombait autour de 8% en 2020, alors qu'avec une croissance de 2,2% avant la crise sanitaire, le Portugal dépassait les 1,5% de moyenne européenne. Un succès aussi spectaculaire qu'inattendu, donc, même si de nombreuses fragilités structurelles demeurent, tant à l'intérieur du pays que dans ses relations avec l'Europe et le reste du monde. À l'intérieur d'abord, le développement économique a surtout profité aux régions urbaines et littorales qui concentrent les densités de population les plus fortes. L'arrière-pays, lui, a continué de perdre 40% de sa population en un demi-siècle. L'exode rural est dirigé vers les deux grandes villes du pays, Lisbonne au sud, Porto au nord, mais surtout vers l'étranger, le pays demeurant encore une terre d'émigration, surtout pour les jeunes diplômés. Ceux qui restent sont souvent les moins qualifiés ou les plus âgés, le Portugal occupant la 5e place au palmarès des démographies vieillissantes, derrière le Japon, l'Italie, la Grèce et la Finlande. Autre fragilité, le pays dépend fortement des fonds structurels européens et reste lourdement endetté. Par ailleurs, Lisbonne peine à peser au sein de la communauté des pays de langue portugaise, en particulier face au Brésil de Jair Bolsonaro. En définitive, aujourd'hui, le Portugal cherche à jouer sur 2 tableaux. Son ancrage européen, conquis après les années de dictature, et son identité historique et géographique tournée, on l'a vu, vers l'Atlantique. Membre fondateur de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949, le Portugal abrite ainsi un centre de commandement près de Lisbonne, ainsi qu'une base américaine aux Açores, et s'appuie sur sa zone économique exclusive, qu'il évalue à presque 4 millions de kilomètres carrés. Bref, une diplomatie euro-atlantiste dont témoigne cette carte largement diffusée par le ministère portugais de l'Éducation qui présente le projet d'extension du domaine maritime portugais et rappelle en titre que le Portugal, c'est la mer. Faut-il toujours parler du miracle portugais demande le conseiller de l'Union et le grand journal, le Diaco de Leticias. Il n'y a pas si longtemps, rappelait-il, le Portugal sur les supports l'image d'un pays pauvre, en retard de développement. Une image stéréotypée qui s'est désormais effacée devant celle d'une nation innovante, diplomate, progressiste et bien gouvernée. Le Portugal n'aura plus une destinée en dents de scie, grand empire, pays à la traite européenne et désormais en phase de renaissance. Bref, un petit pays redevenu grand, mais attention aux subventions de l'histoire. Et pour aller plus loin, justement, cette histoire du Portugal, Marie Léonard et Albert Alain Bourdon, aux éditions Chambon. Regardez où est-ce qu'il y a un avion. Faut qu'on fasse gaffe en France. Ça fait des soucis. On va dire que c'est ça la vue de Stella. Stella, j'aurais besoin de toi pour enlever la clé qui est accrochée. Ça va bien aller. Si vous êtes en chaleur, il y a des maisons pour ça, hein. Mais pas qu'un père ici. J'aurais besoin de Tu te mets avant tout ça? Oui, j'ai vu. Maman? Non. Tu peux me donner la moitié de la Michel? C'est quoi? J'en ai s'il te plaît, donne-moi la Michel, tu fais. Jean, la moitié. Pardon. Jean, que tu me donnes une demi-Michel.
un cauchemar. Mais je crois qu'elle a fini de venir. C'est bien partagé. Oui, mais regarde, il y a plus qu'à 5 minutes là. Ouais, c'est facile. Est-ce qu'on irait pas se laver? C'est près dans combien de temps, toi, mon chéri? Un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, on va se laver les pieds. Attends, mais tu crois quoi? Que je vais foncer exprès de bout de bois dans les doigts pour que tu me les suces après, peut-être? Non, mais la ficelle, bien sûr. Je vais au moins laver Mina. Bah, si tu veux pas venir, oh, c'est pas grave. Je vais m'occuper de Mina pour te faire. Ça sera mieux. Ça va faire des grasses. On est obligé de faire une mise à Non, que Mina. Comme ça, Mina, elle sera Il n'y en a pas une pour la cour dans ce pays. Maman, je vais me coucher. Ah, attends. Regardez. J'ai l'impression que c'est commencé à se faire. un coup d'œil, Mina. Moi, ça la peine de l'amour. Pas trop. J'ai vu qu'il y avait une lettre. Non. Ah ouais? Merci Cécile de la vie. Ah, merci. Alors, tu arrêtes avec vos superstitions de breton, là. On n'est pas gâtés. Ouais. Non, mais oh. Bonne journée. Quand même, j'ai eu Merci encore. Tout le monde, il a un Non, tu l'as pas. recul, hein.